Excusez-moi. C'est donc avec un réel plaisir que je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire qui porte sur la promotion de la diversité et de la paix dans l'environnement scolaire pour prévenir l'extrémisme violent en Afrique. Je demanderai aux participants de fermer leur micro pour nous permettre d'avoir de bonnes conditions d'écoute. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cette discussion cruciale qui aborde des sujets essentiels pour notre société. Nous espérons que cette session sera enrichissante et qu'elle suscitera des réflexions profondes et des échanges constructifs. Merci encore une fois d'être parmi nous. J'ai l'honneur donc de modérer cette session et je serai aidé par mes collègues, M. José Edmond Fosso, qui va modérer le chat, donc les discussions, et Kevin Nwagbié, qui va assister techniquement et se charger du rapport. Donc, vos questions et vos observations sont les bienvenues. Je vous remercie de les poser dans le chat room qui est réservé à cet effet. Je signale ou je rappelle que ce webinaire est co-organisé par le bureau régional de l'UNESCO pour l'Afrique de l'Ouest basé à Dakar et par l'UNESCO ICBA, Institut international pour le renforcement des capacités en Afrique basé à Addis Abeba. Donc, sans plus tarder, nous allons tout commencer, n'est-ce pas, ce webinaire avec le mot introductif du directeur du bureau de l'UNESCO, bureau régional de l'UNESCO, donc basé à Dakar, M. Dimitri Sanga. Donc, directeur, vous avez la parole. Merci beaucoup, chers collègues, mesdames et messieurs, les représentants des pays francophones d'Afrique, mesdames et messieurs, les acteurs de la communauté éducative africaine, cher professeur Boubacar Niane, révérend père Alexandre Bingo, monsieur le directeur de l'Institut international de l'UNESCO pour le renforcement de capacités en Afrique et chers collègues Quentin, chers participants et participantes en vos rangs, grades et qualités, c'est de l'UNESCO ici présent pour vous remercier de prendre part active à ce webinaire à l'occasion de la commémoration de la Journée internationale de la prévention de l'extrémisme violent. Je voudrais commencer par dire que le potentiel destructeur et déstructurant de l'extrémisme violent sur le secteur de l'éducation et de la formation n'est plus à démontrer. Vous êtes sûrement chaque jour inondés d'informations sur l'actualité mondiale et africaine qui nous démontrent que chaque jour, l'école et ses acteurs font de plus en plus objet d'attaques dans des situations de conflit ou de guerre. Vous conviendrez avec moi que le fléau de l'extrémisme violent, vecteur du terrorisme, doit absolument être repoussé loin de l'école, qui est un sanctuaire de l'acquisition des savoirs et des connaissances. L'environnement scolaire et d'apprentissage, les écoles, les structures ou centres de formation, les universités ou instituts de recherche doivent demeurer des lieux par excellence de promotion du respect de la diversité, de la tolérance et de la coexistence pacifique et de la paix. La commémoration de la Journée internationale de la prévention de l'extrémisme violent par l'éducation est l'occasion pour nous de rappeler l'urgence de la formation d'une nouvelle génération des citoyens du monde et d'Africains épris de paix et de justice. Tous les efforts des acteurs que vous êtes doivent contribuer à cette ambition. La communauté éducative dans toute sa diversité, le secteur de l'éducation dans son ensemble doivent œuvrer sans relâche à consolider le rôle de l'éducation dans l'avènement des sociétés pacifiques et résilientes. Nous sommes très conscients qu'il n'y a pas de choix, il n'y a pas de paix durable sans justice.
comme il ne peut y avoir de paix véritable sans compréhension mutuelle, ou bien dans un contexte de persistance des inégalités. À la demande de ses États membres, l'UNESCO a entrepris diverses initiatives qui contribuent à la production de données et de connaissances sur les fondements, les causes profondes de la violence structurelle qui alimentent les conflits et augmentent les vulnérabilités qui fragilisent le secteur de l'éducation. Les pays sollicitent souvent l'UNESCO dans l'élaboration et l'adoption des contenus d'enseignement, la production des outils et matériels didactiques en soutien à l'éducation, à la paix, le développement des compétences des enseignants dans la maîtrise des démarches pédagogiques innovantes. Des projets sont mis en œuvre en direction du corps enseignant ou de la communauté des apprenants pour endiguer les germes de conflit, éradiquer les discours et attitudes de haine, repousser l'extrémisme violent hors du système éducatif. L'UNESCO a initié ou soutenu une multitude d'actions en ce sens et qui ont commencé à nos jours à montrer leurs effets bénéfiques dans l'acquisition des compétences chez les apprenants. C'est le cas du projet École du vivre ensemble, une approche transformationnelle pour promouvoir la paix que nous menons, notamment au Burkina Faso, au Mali et au Niger. Ou encore plus récemment, la conduite d'une étude sur la perception de l'extrémisme violent par les étudiants au Burkina Faso, pour ne mentionner que ces deux exemples-là. Je voudrais donc vous assurer que nous commençons à tirer les premières leçons apprises de ces expériences et à observer ce qui pourrait être considéré comme des bonnes pratiques ou des pratiques inspirantes qu'il faudrait renforcer, démultiplier et pérenniser. Voilà pourquoi les avis et les contributions des participants que vous êtes à ce webinaire sont donc les bienvenus pour des meilleurs lendemains. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, l'année 2024 est dédiée par l'Union africaine à l'éducation. Et seules les actions courageuses et engagées permettront de formuler des réponses pertinentes, adaptées à chaque contexte, susceptibles de réduire ou d'éradiquer durablement l'extrémisme violent ou le terrorisme qui affectent les acteurs du système éducatif et de formation à travers nos pays. Je voudrais donc vous encourager à vous exprimer en toute sincérité au cours de ce webinaire pour éradiquer la violence de l'école. Les voix de tous et toutes sont nécessaires. Il s'agit des voix des enseignants et chefs d'établissement. Il s'agit des membres du corps d'encadrement, des conseillers pédagogiques, des formateurs et des formatrices, des psychologues scolaires, des travailleurs sociaux, mais aussi et surtout des représentants d'organisations de la société civile, des organisations d'étudiants, les jeunes leaders, les représentants des associations des parents d'élèves et des autorités locales. Nous pensons que vous devrez tous être entendus et surtout au cours de ce séminaire que nous avons pour nous permettre d'exercer le pouvoir transformateur de l'éducation sur les individus et les sociétés que vous constituez. Je voudrais nous souhaiter tous plein succès durant les échanges et vous remercier de votre aimable attention. À vous. Merci beaucoup. Merci très sincèrement, monsieur le directeur du bureau régional de l'UNESCO pour l'Afrique de l'Ouest basé à Dakar, monsieur Dimitri Sanga. Merci pour vos remarques introductives, éclairantes et perspicaces comme d'habitude. Merci également de rappeler que ce webinaire est organisé dans le cadre de la Journée internationale de la prévention de l'extrémisme violent, vecteur du terrorisme. Vous avez aussi rappelé que cette année 2024 est consacrée par l'Union africaine comme l'année de l'éducation. Donc, vos réflexions ont jeté les bases de notre discussion sur l'intégration de la diversité dans l'environnement scolaire pour prévenir l'extrémisme violent en Afrique.
Et comme vous l'avez si bien dit, j'espère que les participants vont vraiment prendre une part active dans les discussions pour enrichir ce webinaire. Merci encore, Monsieur le Directeur. Sans plus tarder, je m'en vais donner la parole à Monsieur le Directeur de l'UNESCO ICBA, Monsieur Quentin Wodon, pour une intervention sur le rôle des universités dans la prévention de la violence. Après cela, nous aurons droit à une brève séance de vidéo sur une réalité de la tolérance au Burkina Faso. Donc, M. Quentin, vous avez la parole. Merci Saliou. Nous avons changé un peu l'ordre parce que je dois partir en fait pour une réunion à l'Union africaine dans un quart d'heure. Merci Dimitri pour les remarques introductives. Ce que je voulais faire en fait, c'est lancer deux, trois réflexions de façon un petit peu informelle. En partie parce que je suis arrivé ce matin des États-Unis et donc je suis un petit peu déphasé là. Mais je voulais mentionner deux ou trois choses et pour ça je vais partager mon écran si j'y parviens. Voilà, est-ce que vous voyez tout mon écran? Oui? Oui. C'est bon, super. Je vais le mettre en plus grand format. Donc, j'aimerais dire en fait deux, trois choses. La première a trait à l'expérience d'IGBA dans l'éducation pour la paix et en particulier les résultats d'une évaluation indépendante de projets que IGBA a réalisé au cours des dernières années avec un financement du Japon. En fait, l'étude, nous l'avons sortie pour la Journée internationale de l'éducation, c'était le 24 janvier. Vous avez la photo de l'étude ici et elle est disponible sur le site web de l'IGBA. Alors, ce qui m'a frappé, c'est deux choses. La première, c'est que l'évaluation était très positive. Euh, L'évaluation avait été faite principalement avec les participants au projet. Et donc, ici, vous avez, pour différentes questions que les évaluateurs ont posées, la part des répondants qui disent que cela avait été bien fait ou très bien fait, essentiellement. Donc, c'était une échelle à 5 potentielles réponses et c'est la combinaison des deux meilleures réponses. Donc, en un sens, on pourrait dire, ah, mais c'est vraiment une très, très bonne nouvelle. On fait des projets et les participants au projet jugent le projet très utile. Mais je crois que crier victoire est un petit peu prématuré. Et quand je regardais ici les différentes réponses aux questions, on se rend compte que si on regarde les réponses qui sont vers le bas, avec un taux de réponse favorable plus bas, on se demande parfois, mais ces projets, est-ce qu'ils parviennent vraiment à faire une différence dans le pays? Et bon, je vais prendre un exemple. Si vous regardez la troisième question en partant du bas. Donc, on a demandé aux participants, le projet a-t-il provoqué un changement de politique, essentiellement de politique éducative dans le pays? Vous voyez que, malgré tout, à peu près les deux tiers des personnes qui répondent disent oui. Donc, de nouveau, ce sont les deux plus élevées réponses en termes d'appréciation. Mais quand on regarde un petit peu l'ensemble des résultats, on voit que si on pousse à la question de l'impact, en fin de compte, des projets, on a, de façon relative, des résultats moins bons que si l'on regarde à la structure interne et l'efficacité du projet lui-même. Et donc, c'est quelque chose que je voudrais poser comme question au groupe, c'est comment peut-on essayer d'avoir davantage d'impact dans les pays au-delà des projets eux-mêmes de façon plus interne. Et donc, c'est une question à laquelle je n'ai pas vraiment la bonne réponse,
ben, j'espère que ça pourra être discuté. La seconde chose que je voudrais mentionner, c'est que, de nouveau, pour la Journée internationale de l'éducation du 24 janvier, nous avons fait 9 interviews. Et peut-être ce que je peux faire, c'est vous montrer le site web de l'IGBA en partageant de nouveau et vous verrez où cela se trouve. Euh, Ce sont des interviews qui, ça ne marche pas de partager, donc je vais arrêter de partager, je vais simplement vous le dire en mots. Ce sont des interviews qu'on a fait avec une dizaine de personnes qui ont participé au cours des années dans les projets de prévention de la violence extrême qu'IGBA a fait donc de 2017 à 2022. Et une chose m'a vraiment frappé quand j'ai partagé ça avec mes collègues qui travaillaient sur l'éducation pour la paix à Paris. Et je voulais vous partager ça parce que je pense que ça fait réfléchir aussi un petit peu. Donc, nous avions réalisé l'étude qui prenait une sorte de stock de ce que nous avions appris avec ces différents projets. Nous avons aussi réalisé, et c'est disponible sur le site web de l'IGBA, une série d'analyses statistiques sur les perceptions de la population par rapport à la sécurité, au crime, à la violence politique, etc. Et alors, nous avions réalisé des interviews sur les perceptions, simplement dire que dans certains pays, et Dimitri a mentionné le Burkina, on a un changement mais dramatique, mais vraiment extraordinaire dans le mauvais sens des perceptions. Si on demande aux Burkinabés, il y a 7 ou 8 ans, dans quelle mesure les questions de crimes, d'insécurité, etc., de violence, sont une préoccupation majeure pour vous, la principale préoccupation avec laquelle il faut euh, faire face dans le pays, il y a 7 ou 8 ans, eh bien, nous avions 6% de la population qui disait oui, ça c'est le principal problème. Maintenant, au Burkina Faso, dans la dernière enquête de l'Afrobaromètre, c'est plus de 40% des gens qui nous disent ça, c'est le problème fondamental auquel le pays doit faire face. Et donc, on a plusieurs pays comme ça, et en Afrique dans son ensemble, une montée de la perception, de la compréhension, de l'insistance des populations que le gouvernement fasse ce qu'ils peuvent pour répondre à la montée de l'insécurité, si vous voulez. Bon. Mais donc, ce que je voulais revenir, c'est que j'avais partagé 3 choses avec mes collègues à Paris. L'étude où j'ai simplement montré un graphe, les données quantitatives sur la perception des populations dans 34 pays, plus au niveau régional et sous-régional, de différents problèmes et comment y faire face. Et puis, des interviews que nous avons réalisées avec des participants au projet. Et ce que je trouvais très intéressant, c'était que mes collègues ont trouvé les interviews comme étant la chose la plus intéressante. Pas les analyses statistiques, pas l'étude que nous avions faite, les interviews. Et ce que je me dis, c'est que, en fait, d'abord, ça a un sens. Et souvent, je travaille avec des chercheurs et je leur dis, ben, on refait des recherches magnifiques avec des beaux chiffres, et c'est important, il faut le faire. Mais la plupart des gens n'aiment pas lire ces chiffres. Ils préfèrent des histoires vécues. Et donc, je voulais simplement vous partager ça parce que je trouvais ça très intéressant. Nous devons essayer de capturer l'expérience vécue de différents groupes. Et nous commençons à le faire à l'IGBA et nous sommes prêts à travailler avec vous pour le faire aussi. Alors, la troisième chose que je voulais vous dire, donc la première, c'était un peu sur l'étude, la seconde, c'était sur l'importance des interviews. La troisième, pour en faire suite, c'est que j'ai demandé à une personne de participer à la réunion aujourd'hui. C'est le père Alexandre Bingo, que je connais depuis quelques années. Et il a créé une école catholique au Burkina Faso qui n'est pas une école où on n'a que des catholiques. C'est une école où on a beaucoup de musulmans. Et donc, il va un petit peu expliquer ce qu'il fait pour que on ait un respect mutuel, et je dirais même plus qu'un respect mutuel, une entraide, une fraternité entre les élèves musulmans et les élèves catholiques. Et la vidéo que Samuel va partager
C'est une longue vidéo, se dit en passant, c'est 45 minutes, donc il va prendre 5 minutes pour vous donner un petit peu de goût d'aller le voir en plus en détail. On pourra mettre le lien sur le site web. Et alors, ce que je trouvais extraordinaire de nouveau, c'est que euh, quand j'ai appris ce que le père Bingo faisait et comment il le faisait, il y a aussi d'autres choses qu'il fait, par exemple. Hein. Donc, avoir un club de business dans l'école pour gérer des petites affaires, pour que les étudiants apprennent le business, avoir beaucoup plus de liens avec l'extérieur, rendre l'éducation plus pratique. Ils ont un taux de réussite extraordinaire au bac. Mais sur cette question de l'école de la tolérance ou l'école de l'ouverture à l'autre, il va vous raconter ce qui est fait. Et mon espoir, c'est qu'on puisse avoir des études de cas sur l'école du Père Bingo, mais sur d'autres écoles, et qu'elles soient catholiques, peu importe en fait. Euh, mais sur des écoles qui ont des expériences très, très pratiques qui sont mises en œuvre et qui peuvent alors être prises comme exemple par d'autres. Et mon impression, c'est que si l'on fait plus d'interviews, si l'on fait plus d'études de cas qui décrivent très pratiquement comment une école promeut la tolérance entre les élèves musulmans et les élèves chrétiens, eh bien, cela sera beaucoup, beaucoup plus lu et, à mon avis, plus utilisé que des documents plus complexes. Et donc, c'est un appel à l'ensemble de nous de travailler dans ce sens. On peut faire nos analyses, on doit faire nos analyses quantitatives, mais on doit faire ce retour qualitatif sur des expériences très pratiques qui peuvent donner des idées à d'autres pour faire la même chose, pour l'améliorer, pour le changer un petit peu. Salut, je ne sais pas si j'ai parlé trop longtemps, mais donc je te rends la parole. Et je ne pourrai pas rester avec vous parce que je dois donc partir dans 5 minutes pour l'Union africaine. Je voulais simplement dire une dernière chose, c'est qu'on a eu beaucoup de chance avec ECBA, donc on a eu plusieurs projets qui viennent d'être approuvés pour des financements qui ne sont pas exactement sur la prévention de la violence extrême, mais qui sont fort liés. Et donc, on espère qu'on pourra travailler avec vous tous dans cette année et l'année suivante sur ces projets et apprendre de pratique qu'est-ce qui marche dans ce domaine. Donc, merci Dimitri pour l'introduction. Salut, retour à toi. Merci beaucoup Quentin. Merci d'avoir partagé de manière critique, je dirais, l'évaluation des projets que IBA a menés en matière d'éducation à la paix et qui montrent le caractère perfectible des interventions en vue d'avoir plus d'impact dans les pays. Par ailleurs, vous avez partagé des initiatives innovantes que vous venez de présenter, notamment les interviews qui démontrent le potentiel transformateur de l'enseignement supérieur. Ton micro, il est fermé. Oh, pourtant, non. Allô, vous m'entendez? Voilà, là, on t'entend. Donc, si tu peux répéter les 30 dernières secondes. D'accord, d'accord. Merci beaucoup. Donc, je disais que je remercie Quentin pour avoir partagé de manière critique l'évaluation des projets que IGBA a menés en matière d'éducation à la paix et qui montre le caractère perfectible des interventions, tout ceci dans l'objectif d'avoir plus d'impact dans les pays que nous couvrons, les pays d'Afrique. Par ailleurs, les initiatives innovantes que vous avez présentées, notamment les interviews, démontrent le potentiel transformateur de l'enseignement et de l'enseignement supérieur, puisque vous avez parlé du cas du Burkina Faso, pour une société inclusive et plus harmonieuse. Sur ce, je vous remercie d'avoir bien introduit le père Abbé Alexandre Bingo, qui nous a fait l'honneur de nous partager une vidéo que vous avez mentionnée et dont le lien, je pense, se trouve déjà dans le chat. C'est une longue vidéo de 42 minutes, donc vous convenez qu'on ne peut pas la visionner tout de suite, mais on va vous en donner un aperçu de 5 minutes et je vais demander à mon collègue José de placer cette vidéo et qu'on puisse visionner les 5 premières minutes. José, vous êtes prêt? Le projet du lycée Saint-Luc, la création du lycée Saint-Luc, avec son projet éducatif particulier, c'est moi qui l'ai mûri jusqu'à sa naissance.
Donc c'est pourquoi je parle, donc je dis que je suis l'initiateur. Mais attention, je ne suis pas le fondateur. Le fondateur, le représentant juridique, c'est l'évêque. Parce qu'on a eu besoin de son approbation pour fonder cet établissement et il nous a beaucoup accompagnés. Pourquoi cette idée? Pourquoi ce projet? Pourquoi créer le lycée? Alors, mon contact avec le monde scolaire donc m'a permis donc de percevoir que les élèves n'aiment pas leur travail. Ils n'aiment pas l'école, ils n'aiment pas les études. Du coup, ils font mal leurs études. Ils n'y mettent pas le sérieux nécessaire. J'ai senti donc cette absence-là, quoi, de l'amour de ce qu'ils sont en train de faire. Voilà. On ne fait bien que les choses qu'on aime d'ailleurs. Choisir d'étudier est exigeant. Alors, il y a des sacrifices nécessaires. Si on a choisi d'étudier, ça veut dire que tout ce qui ne va pas dans le sens des études, tout ce qui peut perturber cela, il faut laisser ça de côté. En Afrique, on dit qu'on ne peut pas suivre des lièvres à la fois. Si tu apprends à un jeune à aimer ce qu'il fait, à être persévérant et à être discipliné, c'est une mine. Beaucoup d'atouts pour la suite et même pour sa vie personnelle. Parce qu'il aura à faire beaucoup de choix. Et puis, il aura à se plier aux exigences de ses choix. J'ai fréquenté un établissement où on nous a transmis ces valeurs qui m'ont fait du bien. Alors, c'est de là qu'est née cette conviction de créer un nouvel établissement où on pourrait vivre cela. Cette école, d'abord, c'est une école catholique où on garde presque tout le monde. On n'a pas dissocié que tu sois musulman, tu es là. Que tu sois chrétien ou autre bord, tu es là. Il n'y a pas de souci, tout le monde est amené dans cette école. Le but de l'école, c'est d'éduquer l'enfant burkinabé, l'enfant africain, voire même peut-être s'il y a un enfant européen qui vient, à pouvoir se prendre en charge demain, à être responsable de son pays dans le futur, parce que nous ne serons pas là d'ici des décennies. Voilà, donc c'est comme on l'a dit, une école catholique où on n'a pas créé de divergences. Simplement, ce qu'on demande, c'est simplement, quand même, c'est une école catholique qui a quand même sa feuille de route. Le matin, quand on rentre en classe, il faut prier. Et on demande à celui qui vient d'une confrérie autre que catholique de simplement marquer un silence, de respecter le temps de prière. C'est tout. Et il y a certains parents musulmans qui tiennent à ce que leurs enfants soient inscrits là, dans ces écoles catholiques-là, parce qu'ils connaissent le bien fondé. Ils savent que l'éducation qui est donnée, c'est vraiment quelque chose de taille. C'est bien. Ils connaissent la valeur de ce qui est dispensé là-bas, si bien que, ils sont prêts à envoyer leurs enfants dans ces établissements-là. Bon, la formation est bonne. C'est-à-dire c'est assidu, on connaît tous les enfants, on suit tous les enfants, on connaît les défauts de chaque enfant. On essaie d'approcher les parents quand il y a un problème. C'est très important. Sinon, c'est vraiment un peu plus onéreux. On a décidé ensemble avec la famille de l'inscrire à Saint-Luc. Bon, je dis, il n'y a pas de problème. Si c'est problème de sous, on va s'arranger avec la famille. Avec les deux épouses, on va payer. Et c'est ainsi que l'idée est venue. On l'a inscrit là-bas. Je l'ai dit à l'époque, c'est cher. Les frais de scolarité montent jusqu'à 80 et quelques mille. Je ne veux pas l'inscrire là-bas et puis la donner à un mari. Un jour, dit de laisser l'école et puis je la donner à un mari. Non, je veux pour elle qu'elle aille très loin. Elle aille faire des grandes études. Même à Ouagadougou ou à l'étranger, c'est mon souhait, ça serait génial. Nous fonctionnons exclusivement sur la contribution des parents d'élèves. L'État ne donne aucune subvention. Et les subventions que nous avons pu obtenir, c'est pour la construction. Le parent, il paye comme il peut, étalé sur l'année. Ça coûte 87 000 francs. Les frais de scolarité, là, c'est juste pour payer les professeurs. D'ailleurs, nos professeurs font beaucoup de sacrifices. Ils ne sont pas payés au taux normal. C'est le lycée Saint-Luc qui est, pour le moment, le premier dans l'enseignement. Oui.
au regard des matières enseignées, au regard aussi, bon, de la compétence des professeurs. Oui, parce que je crois bien que vraiment ceux qui ont accepté d'aller au lycée Saint-Luc là, c'est pas pour l'argent, c'est pour transmettre la connaissance. Voilà, peut-être, je ne sais pas, le rapport qu'ils ont avec le père Alexandre, mais pour ce qu'on leur donne, quitter la ville, moi je les félicite. Le problème majeur dans les établissements publics, surtout au Burkina, c'est les effectifs. Parce que là-bas, parlons en termes de centaines par classe, en termes de centaines. Alors qu'ici, on a des effectifs facilement gérables. Les salles de classe ici sont vastes. C'est la différence, les deux différences fondamentales. Quand je viens, je suis à l'aise avec les jeunes frères ici. Le message part facilement. Et puis par rapport à l'application des exercices, bon, on peut avoir même la chance que toute la classe, tous les élèves de la classe passent pour au moins un essai, ce qui n'est pas le même dans les... Merci beaucoup. Je pense que les uns et les autres, vous m'entendez? Oui. Oui. Oui, Je pense nous t'entendons. les uns et les autres ont eu un avant-goût, un goût de cette vidéo. Et l'appétit a été aiguisé. Je vous prie de consulter la vidéo dont le lien est sur le chat. Donc, merci beaucoup à Père Alexandre de nous avoir fait l'honneur de nous partager cette vidéo. Et nous allons effectivement passer la parole à Père Alexandre qui va expliquer un tout petit peu les réalités de cette vidéo et puis nous donner des réflexions sur l'école de l'acceptation de l'autre au Burkina. Donc, Père Alexandre, vous avez la parole. Je partage l'écran avec vous. Allez-y. Okay. Vous avez bon. 10 minutes. 10 Alors, minutes, s'il vous plaît. OK. Alors, avant tout propos, je voudrais remercier les organisateurs de ce webinaire de m'avoir associé à cette réflexion. Alors, grand merci. Et pour aller vite, donc, je voudrais juste partager donc, une expérience éducative donc, qui se passe au Burkina Faso, une expérience éducative intégratrice des différences culturelles et confessionnelles pour la construction d'une identité ouverte à l'autre. Donc, c'est l'école de l'acceptation de l'autre. Alors, en guise d'introduction, il faut remarquer que le monde est devenu un gros village et par la globalisation avec les techniques donc, de l'information et un village multiconfessionnel et multiculturel et où les chocs de civilisation ne sont pas rares. Alors, le vivre ensemble est continuellement mis à rude épreuve. Il y a la peur de l'autre entretenue par l'ignorance ou la méconnaissance de son identité intrinsèque. Il y a aussi la dictature de la pensée unique avec une super culture universelle dominatrice et colonisatrice qui altère forcément le rapport à l'autre. Alors, dans un contexte conflictuel comme ça, pour une culture de la paix, alors il est indispensable, tout en restant soi, de s'ouvrir à l'autre. Et je crois que c'est cette problématique-là que nous mettons en avant dans cette initiative éducative. Donc, comment construire une identité ouverte à l'autre? Cela participe bien sûr de la prévention donc, du mal-être social qui alimente souvent l'extrémisme violent. Alors, donc l'école de l'acceptation de l'autre, c'est deux approches. Donc, l'école de la foi et l'école de la culture. Bien sûr, nous avons mis cela en pratique à travers notre expérience, mais dans mon propos, je vais essayer d'expliquer un peu la philosophie de ces deux écoles-là. Alors, donc, en point A, j'expliquerai ce que j'entends par l'école de la foi. Deuxième point, ce que j'entends par l'école de la culture.
et je proposerai des pistes pour une mise en pratique. Là, je vais juste partager l'expérience concrète que nous faisons au lycée Saint-Luc. Et j'étais content donc de l'introduction de Quentin et qui nous invite à être plus concret dans peut-être ce que nous proposons et des expériences qui peuvent être dupliquées, bien sûr, en tenant compte des contextes. Alors, mon premier point, l'école de la foi, dans la philosophie donc, de l'acceptation donc, de l'autre, c'est dans cette approche-là, prendre en compte dans le champ éducatif la dimension religieuse, les croyances, le rapport à la transcendance de l'apprenant. Inviter dans le champ éducatif ce rapport à la transcendance. Parce que pour une culture de paix dans un monde qui change, et qui est un monde d'échange aussi, il est indispensable de ramener la foi sur le terrain de l'éducation, en ce qu'elle détermine l'être et l'agir de l'homme. Parce que nous voyons souvent que la laïcité est vécue dans certains pays, donc nous pousse à renoncer à l'identité religieuse, à la comprimant dans une sphère privée, et alors qu'il faut amener ce rapport à la transcendance-là sur le champ de l'éducation. C'est un grand défi, donc de mettre la foi au service de la cohésion sociale. Voilà. Il ne faut pas réprimer sa foi, il ne faut pas la reléguer dans une sphère privée. C'est aussi un domaine qui est appelé à être éduqué. Voilà. Alors, donc, c'est un peu cela, donc, la philosophie de l'école de la foi. Alors, la philosophie de l'école de la culture, c'est enraciner l'apprenant dans sa propre culture tout en l'ouvrant à celle de l'autre. Alors, et nous disons là que le véritable échange culturel suppose le donner et le recevoir. Alors, nous constatons que dans ce gros village qui est devenu le monde, un village multiconfessionnel, le jeune d'aujourd'hui est déconnecté de ses repères culturels. Et il a peu à donner. Il y a un relativisme ambiant qui caractérise la société liquide. Et cela crée un vide. Les jeunes se perdent parce qu'ils n'ont plus de repères. Et vous le savez bien, la nature ayant horreur du vide, bon, le jeune se laisse facilement gaver par des idéologies tous azimuts, avec le risque de la radicalisation sous toutes ses formes. Alors donc, l'école de la culture propose donc comme chemin de paix l'inculturation, en protégeant le jeune donc, de la déculturation et de l'acculturation. Donc, voilà un peu la philosophie qui sous-tend donc l'école de l'acceptation de l'autre. Nous avons préféré le terme acceptation à la tolérance parce que l'acceptation est plus intégratrice. La tolérance, bon, il y a des différences, on fait avec, on vit malgré. Mais dans l'acceptation, il y a l'idée donc d'intégrer, d'utiliser les différences, qu'elles soient confessionnelles ou culturelles, dans la dynamique des relations sociales. Alors, donc voilà un peu quelques réflexions autour de l'école de l'acceptation donc de l'autre. Et cette école invite donc à construire une identité ouverte à l'autre et en ramenant sur le champ éducatif donc le rapport à la transcendance et aussi en donnant des repères culturels à l'apprenant. Alors, voilà dans la théorie ce que c'est que cette école de l'acceptation de l'autre. Et la théorie a été mise en pratique à travers le projet éducatif du lycée privé catholique Saint-Luc, dont je suis donc le proviseur. Alors, je voudrais maintenant vous donner des pistes en me référant à cette expérience concrète. Alors, au niveau de l'école de la foi, alors, il est impératif d'instaurer un cours d'instruction religieuse parce que la source des conflits, souvent, c'est la méconnaissance et souvent l'ignorance de la foi de l'autre, puisque la foi est ramenée à un domaine privé. Et
elle n'est pas ramenée sur le champ donc, de l'éducation. Donc, il y a beaucoup d'ignorance, il y a beaucoup de méconnaissance. Donc, l'instauration d'un cours d'instruction religieuse permet justement aux jeunes de connaître la religion de l'autre. Et au lycée Saint-Luc, nous avons un cours d'instruction religieuse sur tout le cycle où nous parlons des différentes religions, que ce soit l'islam, le christianisme, les religions traditionnelles africaines ou d'autres spiritualités. Alors, pendant tout le cycle, nous expliquons cela aux jeunes et en invitant souvent des responsables idoines dans ces différentes religions-là de venir partager leur expérience, leur vécu de la foi en lien avec la cohésion sociale. Donc, important d'instaurer systématiquement un cours d'instruction religieuse. Le deuxième point de mise en pratique au niveau de l'école de la foi, c'est promouvoir dans le champ éducatif des initiatives de dialogue interreligieux. Et nous avons l'exemple à Saint-Luc, nous avons créé un comité, le comité Balmaya, ça veut dire en langue locale fraternité, où il y a les différents représentants des différentes religions. Et lorsqu'il y a un événement qui touche un membre de la famille éducative, et disons donc, ce comité-là va s'allier au nom de tout le monde. Et par exemple, à la veille, donc, avant donc, le carême chrétien ou le jeûne musulman, ce comité donc, rédige toujours un mot pour adresser ses souhaits donc, de bon temps de carême aux musulmans ou aux chrétiens, selon donc, que ce soit le carême musulman ou chrétien. Donc, voilà des initiatives concrètes du dialogue interreligieux qui apprend, à travers ces initiatives, l'élève apprend déjà à vivre avec l'autre différent de lui au niveau confessionnel. Alors, au niveau de l'école de la culture, et bien sûr, il est conseillé donc d'utiliser la langue maternelle de l'apprenant pour son instruction. Et à ce niveau, je pense que c'est un niveau supérieur où ce sont des politiques nationales qui doivent décider cela. Mais il est important, bien sûr qu'au niveau de notre établissement, nous n'avons pas mis en pratique, donc, n'avons pas introduit la langue maternelle pour l'apprentissage, mais c'est quelque chose qui devrait se faire. Et actuellement, avec le régime en place, je crois qu'il y a des perspectives dans ce sens. Alors, concrètement aussi, au niveau de l'école de la culture, il y a un cours d'africanité. Il faudrait qu'on puisse instaurer un cours d'africanité dans les programmes scolaires. Et à Saint-Luc, ce cours existe. Et nous sommes sociologues de formation initialement et nous donnons ce cours sur toutes les classes. Et c'est un cours où nous essayons de transmettre les valeurs culturelles africaines. Et je vous donne comme exemple, en classe de 4e, nous étudions les proverbes. Et les élèves donc, font une recension donc, de proverbes et nous retenons les meilleurs proverbes et nous essayons donc d'organiser un cours à travers les valeurs, autour des valeurs de ces proverbes-là. Et nous essayons aussi de découvrir les autres cultures. Vous savez qu'au Burkina Faso, nous sommes à 60 ethnies. Et ce n'est pas des dialectes, ce sont des entités culturelles indépendantes. Donc, nous essayons aussi pendant tout ce cours-là de découvrir ces entités culturelles-là. Donc, l'importance de ramener aussi sur le champ donc, éducatif, donc, la transmission des valeurs culturelles. Alors, je crois que le temps, je cours derrière le temps, je termine par cette conclusion pour dire que former des hommes de paix pour un monde de paix, il est nécessaire de s'occuper dès l'âge de la malléabilité de ce qui détermine l'apprenant dans son être et dans son agir, son rapport à la transcendance et ses références culturelles. Alors, des questions, nos projets éducatifs dans nos systèmes scolaires en Afrique prennent-ils suffisamment en compte cette dimension? Ne sont-ils pas souvent calqués sur le modèle occidental dans lequel une certaine conception de la laïcité tend à exclure de la sphère de l'éducation la question du rapport à Dieu?
La culture détermine l'homme dans son être, oriente son agir. Nos ressources culturelles sont nécessaires pour la prévention et la gestion des conflits. Quelle place accordons-nous à la transmission de nos valeurs culturelles à l'école? Pour une culture de paix, l'éducation doit prendre en compte tout l'homme et tout homme, selon l'expression du pape Paul VI. Alors donc, pour un monde de paix, il est indispensable de promouvoir une éducation intégrale qui n'exclut personne et qui prend en compte l'homme dans toutes ses dimensions intellectuelles, morales, spirituelles et culturelles. Merci pour votre aimable attention et je m'excuse donc d'avoir pris un peu plus de temps. Je vous remercie. Merci beaucoup, Père Alexandre Bingo, pour cette brillante intervention. Merci pour les efforts que vous avez faits pour limiter dans le temps. Ce n'était pas évident vu la vaste expérience que vous pouvez partager avec nous. Merci donc pour vos réflexions sur le vivre ensemble, la cohabitation pacifique à travers l'école de l'acceptation de l'autre. Les participants vont convenir avec moi que les efforts que vous déployez pour créer un environnement éducatif inclusif et respectueux de la diversité méritent une attention particulière et notre plus grand respect. Je rappelle que monsieur le père Alexandre a partagé sa biographie, mais je demande à mes collègues de la mettre dans le chat, et tout comme ils mettront dans le chat tous les bios de tous les intervenants. N'hésitez pas, chers collègues, à poser vos questions et vos observations. Et je pense que le père a relevé un certain nombre de questionnements qui trouveront en partie, je pense, réponse dans les discussions à venir. Merci encore, Père Alexandre. Pas de quoi, merci. Merci. Maintenant, je m'en vais donner la parole à ma collègue de l'UNESCO Dakar, Régine Priso, qui va faire une intervention sur les différentes activités que l'UNESCO Dakar mène dans le cadre de l'éducation à la paix et la prévention de l'extrémisme violent. Régine, vous êtes en place? Oui, je suis là. Allez-y. José? Merci. Merci. Bonjour, chers participants. Nous abordons la séquence qui nous donne l'opportunité de continuer à parler des différentes initiatives que l'UNESCO, à la demande des États membres dans la région, a entrepris ou a soutenu. Donc, l'une de ces initiatives, bon, ce n'est pas lisible, hein, José. Voilà, vous m'entendez? Oui. Et on vous attend. Oui, on vous reçoit. Ok, très bien. L'UNESCO a conduit une initiative intitulée la promotion de la paix et de la tolérance dans l'environnement scolaire en Afrique de l'Ouest. C'était une expérience pilote avec 3 pays, le Burkina Faso, le Niger et le Mali, et qui portait donc sur la prévention de l'extrémisme violent à travers l'éducation. Donc, et quel était le contexte de la mise en œuvre de ce projet-là? C'est qu'il a été rappelé depuis le début de cette rencontre que nous constatons, nous tous, qu'il y a de multiples conflits qui secouent la région du Sahel depuis quelque temps, qui entraînent des déplacements massifs de population, qui fragilisent chaque jour un peu plus le tissu social et qui conduit à la montée de l'intolérance, des discours de haine, de l'extrémisme violent et même quelquefois le terrorisme, avec des conséquences assez néfastes sur l'ensemble de la société. Donc, les États membres de l'UNESCO ont sollicité notre expertise pour les aider à formuler des réponses à travers le secteur de l'éducation. Donc, dans la période de 2018 à 2022, le bureau de Dakar a donc lancé un projet pilote, comme je vous le disais, où on va dire 3 petites interventions pilotes qui constituaient ce projet-là. La première intervention était intitulée « Promotion de la paix et du développement durable par le renforcement des compétences des jeunes pour la vie et le travail au Sahel ».
avec un financement de la contribution volontaire de la France. La deuxième initiative était intitulée « La résilience des jeunes face à l'extrémisme violent et l'engagement pour la construction de la paix à travers l'éducation ». Là aussi, c'est un projet qui a reçu un financement du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères de la France. La troisième et dernière intervention, excusez-moi, le titre malheureusement est encore en anglais, mais portait sur l'appui au maintien de la stabilité sociale et le développement d'une offre de formation technique et professionnelle pour les enfants en dehors du système scolaire, qui était financé par le ministère des Affaires étrangères du Japon. Donc, comme je vous le disais, dans la période 2018 à 2022, ces initiatives-là ont été coordonnées par le bureau régional de Dakar et à travers un processus et des approches qui ont vraiment permis à tout le monde, aux acteurs clés du système de l'éducation de participer, de donner leur contribution. Le processus était très, très participatif parce qu'on a pu mettre en place des équipes pluridisciplinaires au Niger, au Mali, au Burkina Faso. L'approche qui a été utilisée était transformationnelle, c'est-à-dire centrée sur l'apprenant dans le milieu scolaire ou en dehors et son environnement pour promouvoir quelques valeurs, promouvoir des valeurs dont nous venons d'entendre parler et en s'appuyant aussi quelquefois sur les savoirs endogènes dans la résolution de conflits. Parce que comme vous le savez, dans nos différents pays, il existe des dispositifs sociaux traditionnels qui permettent également de prévenir et d'endiguer la violence. Donc, voilà. Nous avons eu quelques résultats. Nul n'est besoin de le rappeler au détail. Des résultats pour renforcer l'environnement d'apprentissage et d'enseignement, le développement des modules de formation. Nous savons bien le faire. Quelques instruments et outils pour renforcer l'enseignement, des outils d'évaluation, des fiches pédagogiques, des guides pour les enseignants, des guides pour les jeunes. Et on peut observer, on a essayé de faire un petit bilan et de dire que oui, après 4 ans de mise en œuvre de ce projet-là dans la sous-région, on a pu remarquer un intérêt certain des autorités nationales et même davantage un engagement à consolider les acquis de ce projet-là. En tout cas, c'est ça les retours qui sont adressés à l'UNESCO. On a pu observer également que les jeunes, les principaux bénéficiaires de ces initiatives, étaient très, très, très enthousiastes. Ils sont très demandeurs de ce genre d'intervention qui permettent de développer, renforcer des qualités telles que la liberté, la justice, le respect, la créativité, la responsabilité, la solidarité, l'acceptation de l'autre, la tolérance. Voilà, les jeunes en sont vraiment demandeurs. Ils s'engagent à pouvoir continuer lorsque l'opportunité leur est donnée. On a également pu observer que les parents, les familles et les communautés qui soutiennent l'école sont aussi demandeuses de ce genre d'intervention dans la région. Donc, il suffit simplement que les conditions soient réunies pour que ces interventions portent un certain succès. Je m'en vais maintenant passer la parole parce que moi, je devais simplement faire un mot introductif de ce projet-là. Je vais maintenant passer la parole à notre collègue du ministère de l'Éducation au Niger, à notre collègue du ministère de l'Éducation qui va nous donner un exemple concret et des résultats plus concrets et peut-être des perspectives de ce que ce genre d'intervention
qui reçoivent l'appui de l'UNESCO peuvent générer dans un pays. C'est à toi, Saliou, pour passer la parole à M. Bizot. Oui. Merci. Merci beaucoup, Régine. C'est bon, ça passe? Vous m'entendez? Oui, nous t'entendons. Merci. Merci beaucoup, Régine. Je tiens d'abord, avant de passer la parole à Bizot, à exprimer toute notre gratitude à l'équipe de l'UNESCO Dakar pour le partage de ces initiatives-là qui sont aussi innovantes. Dans ta présentation, tu as démontré clairement l'engagement et la créativité de l'UNESCO en général et l'UNESCO Dakar en particulier. Je rappelle que l'UNESCO Dakar couvre le Sahel, dont le Niger fait partie. Je parle du Niger parce que vous l'avez si bien dit. Le prochain intervenant nous vient directement du Niger, c'est M. Moussa Bizot, qui va nous partager une expérience concrète de mise en œuvre de la PEV au Niger, avec quelques questionnements. Quel impact sur les enseignants et les élèves? À quoi ressemble une pédagogie transformationnelle pratiquée dans une salle de classe? Et quelles perspectives pour le Niger? Monsieur Bizot, vous êtes avec nous. Et je rappelle que bien, vous merci, êtes un agent du ministère de l'Éducation nationale. Merci beaucoup. À vous la parole. Merci, M. Sali, et bonjour à tout le monde. Donc, j'ai l'honneur de vous présenter à la suite de ce que Régine venait de dire l'expérience du Niger sur le projet PEV. Donc, d'entrée du jeu, je vais vous faire lire le plan. Nous aurons un bref aperçu du contexte. Ensuite, les réponses qui ont été apportées par rapport aux défis soulevés, les activités réalisées, les facteurs favorisants qui ont contribué donc au succès de ce projet et la pratique de la pédagogie transformationnelle, l'impact sur les enseignants et élèves et les perspectives pour le Niger. Diapo. Allô, c'est Salou? On vous entend. Allez-y. On vous entend. Voilà. Donc, le contexte est marqué par l'insécurité qui est alimentée par divers conflits, notamment les conflits intercommunautaires. Vous savez, le Niger fait face au terrorisme et au trafic de tout genre avec les groupes extrémistes de la sous-région. Il y a aussi la situation de sous-emploi des jeunes, puisque les statistiques ont démontré que 23% de Nigériens âgés de 15 à 29 ans sont au chômage, soit un enfant sur 5. Il y a aussi la question de l'énorme besoin, donc un besoin essentiel de base tel que l'éducation, la santé et l'emploi. Diapo. Donc, par rapport à les réponses apportées, elles se basent fondamentalement sur les stratégies qui ont été élaborées par le gouvernement. On peut citer la stratégie nationale de prévention de l'extrémisme violent. Il y a la stratégie de la réduction de la vulnérabilité du système éducatif. Il y a la stratégie nationale d'accélération de la SNAIAF, l'accélération donc de la formation des filles. Vous avez la stratégie de résorption des enfants. Donc, tout ça, ce sont des réponses que le gouvernement a cherché à apporter à travers ces différentes stratégies sur la vulnérabilité et tout ce que nous connaissons qui ont été causés par cet extrémisme violent. Diapo. Donc, comme activité réalisée, en rapport donc avec l'UNESCO, le ministère en charge de l'éducation a mis en place une initiative donc de la prévention de l'extrémisme violent. Régine l'a si bien dit puisque c'est avec l'appui de l'UNESCO en 2019. C'est une stratégie qui a permis donc à travers le KPD donc de procéder à la mise en œuvre de ces projets. Et il y a eu des étapes qui ont été suivies pour que ce projet puisse être mené à bien. Parmi ces étapes, il y a eu d'abord la phase d'identification des écoles et on a identifié 2 régions principales, donc des régions qui étaient en proie à l'extrémisme violent, donc la région de Difa et la région de Tillabéri. Et ces 2 régions-là, il y a eu 11 écoles primaires et 6 écoles secondaires qui ont été, qui ont bénéficié de ces, comme zones pilotes, qui ont bénéficié donc de cette prévention à l'extrémisme violent. Nous avons aussi mis en place une équipe technique nationale et 2 équipes régionales. Donc, une équipe par zone, donc par zone pilote. Il y a eu la contextualisation du guide avec l'appui de ICBA
Et je profite au passage pour remercier vraiment le professeur Nian qui a beaucoup contribué pour la contextualisation de ces guides et aussi la collaboration avec les pays de la sous-région qui nous ont permis d'avancer sur ce projet, notamment l'ONG Arigato. Après cette étape, on a procédé au renforcement des capacités des membres de l'équipe nationale, donc sur la pédagogie transformationnelle pour appliquer la prévention donc, à l'extrémisme violent. Après cela, il y a eu la formation de 30 formateurs d'enseignants sur la PEV et cela a permis donc de procéder à la stabilisation du socle de compétences, les outils de suivi, la répartition donc de la discipline par niveau de fiches pédagogiques. Nous avons aussi, après cette étape, formé 146 enseignants de 11 écoles primaires, dont 6 du secondaire pilote, du secondaire et des zones pilotes, donc 146 enseignants de 11 écoles donc primaires et secondaires. Il y a eu ensuite l'introduction du guide, du volet EED, parce que après avoir formé ces enseignants-là sur la prévention de l'extrémisme violent, il y a eu donc l'introduction de l'éducation à l'état de droit et déjà, où aussi on a procédé à la formation de ces deux zones pilotes pour intégrer ces dimensions parce qu'elles permettront, elles aussi, très certainement donc de lutter contre cet extrémisme violent. Diapo. Allô? Voilà, donc il y a le renforcement des capacités de l'équipe nationale sur l'éducation à l'état de droit. Nous avons procédé aussi au renforcement de l'équipe nationale par deux profils, puisque nous avons introduit l'éducation à l'état de droit et déjà, il va falloir qu'on cherche donc des cadres qui vont assurer, qui vont participer, qui vont apporter un soutien à l'équipe nationale. Et c'est en ce sens qu'on a eu donc un juriste et un sociologue qui nous ont appuyé pour l'amélioration donc du guide qui a été élaboré. Nous avons tenu des ateliers, un atelier d'intégration d'éducation à l'état de droit, donc notamment au profit donc de ces zones pilotes de ces enseignants. Ce qu'il y a lieu aussi de retenir, c'est que les guides de l'enseignement avaient eu l'appui des personnes ressources, notamment les personnes issues des institutions de l'État, l'Assemblée nationale, les réseaux de parlement des jeunes, il y a la haute autorité à la consolidation de la paix, les centres nationaux d'études stratégiques et de sécurité. Il y a aussi les ministères concernés, notamment le ministère de la Justice, le ministère de la Protection de l'Enfant, le ministère de la Jeunesse et Sport, les représentants des jeunes et l'ONG OANEF, sans oublier les PTF et les organisations de la société civile qui nous ont accompagnés dans ce travail. Il y a la formation aussi des enseignants des écoles pilotes, ça j'ai eu déjà à le dire. Il y a eu un atelier de réflexion sur l'intégration de l'éducation à l'état de droit et déjà dans le référentiel de compétences des enseignants du secondaire à travers le KPD. Parce qu'on a formé ces enseignants, maintenant il faudrait qu'on aille au niveau de compétences, intégrer de référentiel de compétences, intégrer ces notions, qui sont des notions, somme toutes nouvelles, pour qu'ils puissent vraiment les intégrer et les incorporer dans ce référentiel. Nous avons aussi procédé à l'intégration de la PEV dans le programme de formation des enseignants, notamment au niveau des écoles nationales, des écoles normales d'instituteurs, puisque c'est là où il y a la formation initiale et continue. Il va falloir que ces enseignants quand même s'adaptent et qu'ils intègrent cette nouvelle notion au niveau des programmes donc, de formation initiale. Il y a le suivi de la mise en œuvre du PV par les équipes, parce qu'après avoir fait toutes ces formations, après avoir formé les enseignants, nous sommes retournés pour voir qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui reste à être fait, qu'est-ce qu'il y a eu comme acquis. Il y a la formation d'un noyau des jeunes, ça c'est en rapport donc avec les projets de prévention de l'extrémisme violent. Diapo. Voilà, maintenant les facteurs favorisants, puisque le Niger a été un cas de succès par rapport en tout cas à la mise en œuvre du projet de prévention de l'extrémisme violent au Niger. Cela a eu quand même, ce n'est pas gratuitement que cela a pu se passer, parce qu'on a d'abord bénéficié de la forte volonté politique au niveau de l'État. On a aussi eu la présence des deux zones pilotes qui nous ont facilité la tâche parce que ça constitue déjà, puisque les zones sont déjà repérées d'IFA et Tillabéri, qui sont touchées par les fléaux. Il faut se le dire, on a eu encore déjà le soutien de différents responsables, que ce soit au niveau académique ou au niveau administratif de ces deux zones pilotes.
Il y a l'équipe régionale, l'équipe nationale et l'équipe régionale, donc les deux équipes, qui ont aussi été formées et qui ont travaillé d'arrache-pied, qui ont favorisé en tout cas à parvenir à ce succès de la mise en œuvre. On a d'autres cas qu'on peut signaler, notamment aussi au niveau de la disponibilité des différentes politiques sectorielles, notamment les plans sectoriels de l'éducation et de la formation, qui intègrent ces questions donc de la résolution de la vulnérabilité, qui est un facteur déjà favorisant par rapport donc à tout ce que nous entendons mettre en œuvre sur le programme de la prévention de l'extrémisme violent. Il y a la question de la stratégie aussi sur la radicalisation, qui était déjà prête, et aussi la stratégie nationale donc, pour la réduction de la vulnérabilité. Donc, sous ces stratégies ont permis, en tout cas, sous ces facteurs, ont permis en tout cas d'aboutir à ce succès. Il y a la disponibilité aussi nous l'avions dit, des acteurs comme des institutions, comme la Haute Autorité à la consultation de la paix et les centres nationaux d'études stratégiques et de sécurité. Il y a le ministère sectoriel qui se sont tous mobilisés, en tout cas autour de cette politique, donc de prévention de l'extrémisme violent de ce projet, qui n'ont pas en tout cas hésité à nous apporter tout le soutien qu'il leur faut. Nous avons aussi le soutien des autres ministères sectoriels tels que le ministère de l'Intérieur, la Justice et la Jeunesse. Il y a la disponibilité des études sur les genres qui ont été aussi un facteur qui nous a permis en tout cas d'avancer. Il y a la disponibilité de plusieurs états d'études sur la perception de la violence en milieu scolaire. Donc tout ça, c'est des outils qui ont permis en tout cas à ce que vraiment ces projets puissent avoir une base solide. Il y a plusieurs actions de renforcement des capacités des jeunes que nous avons menées sur l'extrémisme violent, sur le leadership et la consolidation de la culture de la paix. Il y a la création des espaces qu'on a créés, donc des espaces citoyens entre les anciens et les jeunes. Ces espaces sont des espaces qui permettent aux jeunes de s'épanouir, de dire ce qu'ils pensent et d'avoir des conseils auprès des anciens. Donc, c'est des espaces d'échange où, sans tabou, les questions qui préoccupent la jeunesse sont débattues. Il y a l'opportunité d'intégration des questions donc de la PV dans les plans de réduction des risques au niveau des écoles communautaires. Donc ça aussi, c'est déjà un aspect qui a contribué à ce succès-là. Maintenant, on doit, à travers la mise en œuvre de ces projets, nous devrons noter que l'UNESCO, donc à travers un rapport avec le ministère de l'Éducation nationale, on a formé 7194 élèves au primaire et 5970 élèves du secondaire. Au niveau il y a eu plusieurs actions au niveau de la pratique pédagogique en classe. Donc, l'utilité de cette pédagogique, c'est quoi? C'est qu'elle permet aux enseignants, donc, à travers un enseignement-apprentissage collaboratif, donc de réfléchir, de faire en sorte que les élèves eux-mêmes arrivent à mettre en exergue leurs compétences, à savoir qu'ils ont un certain nombre de valeurs et de connaissances qu'ils doivent mettre en œuvre. Et ces connaissances peuvent leur permettre de faire en sorte que ce qu'ils apprennent au niveau de cette pédagogie transformationnelle, qu'elles puissent véhiculer les valeurs donc, de la prévention de l'extrémisme violent. En classe, c'est que l'enseignant aide donc ces enfants. Ce n'est plus l'ancienne méthode où c'est les maîtres qui sont au centre des intermédiaires. Non, ici, c'est les enseignants. On met les élèves, disons, à l'épreuve. C'est eux, à travers donc l'accompagnement de l'enseignant, ils arrivent à réfléchir sur leur indépendance, leur responsabilité partagée et les amener à voir que chaque action qu'ils entreprennent peut avoir des conséquences qui peuvent être nuisibles ou porteuses. L'enseignement, donc, à ce niveau, la pédagogie transformationnelle, c'est un enseignant qui aide les apprenants à développer donc une pensée critique, donc amener les enfants eux-mêmes à réfléchir, à avoir de la réactivité et une ouverture d'esprit. Diapo. Allô? Allô, salut. C'est José. La prochaine diapo, s'il te plaît. Donc, c'est elle qui est là. C'est elle qui est là. Non, non, on avance, on va. C'est la pédagogie transformationnelle, bien? Voilà, la pédagogie transformationnelle. C'est ça? Maintenant, les impacts sur les... Voilà, c'est ça. Voilà. Oui, donc je disais, la pédagogie transformationnelle, elle requiert un engagement donc des parents, c'est-à-dire en abandonnant donc l'ancienne méthode pédagogique
qui est celle où c'est l'enseignant qui prend l'essentiel des temps. Donc, à travers cette pédagogie, maintenant, c'est l'élève. On laisse l'élève à découvrir ses potentialités, donc l'apprenant, et pour qu'il soit vraiment un modèle et qu'il comprenne tout ce qui se passe au niveau donc, de son entourage. Enfin, cette pédagogie, cette approche pédagogique vise à donner aux apprenants des possibilités d'agir collectivement pour atteindre des objectifs communs et tirer parti de leur force individuelle. Les enfants se retrouvent entre eux, ils échangent. Donc, ça permet non seulement à faire en sorte que ceux qui sont faibles puissent intervenir ou bien ceux qui sont des couches vulnérables. Il y a une certaine inclusion à travers donc l'enseignement de la pédagogie transformationnelle parce qu'elle permet à l'élève de se mettre en exergue. Maintenant, l'impact sur les enseignants, ils sont fondamentalement d'ordre pédagogique. Il y a d'abord une meilleure appropriation de la pédagogie transformationnelle. Nous avons compris que à travers les formations qui ont été données aux différents enseignants, aux formateurs, les enseignants se sont familiarisés à la pédagogie transformationnelle. Nous avons aussi compris qu'il y a une meilleure application, puisque au départ, la pédagogie transformationnelle, les gens se posaient des questions de penser que c'est une nouvelle innovation. Mais à travers ce qu'ils ont compris, puisqu'il faut l'arrimer, il faut l'appliquer à travers donc, les disciplines d'accueil, et c'est son nom approprié et ça a donné des résultats vraiment concluants au niveau de cette pédagogie transformationnelle. D'autres aspects qu'on peut retenir pour les enseignants, c'est qu'il y a une assurance donc d'un encadrement, parce qu'on a formé en dehors donc, des enseignants qui sont formés, il y a les responsables des établissements. Ça veut dire qu'on assure, on pérennise la formation de proximité à travers donc, ces enseignants qui sont formés et leurs encadreurs. Yako. On a constaté aussi des... Moussa, vous pouvez résumer dans les 2 minutes qui suivent, s'il vous plaît. Ok, d'accord. Très bien, merci. Donc, on peut aussi noter les changements d'attitude vis-à-vis des élèves à travers donc l'enseignement-apprentissage. Et puisque à ce niveau, les élèves contribuent eux-mêmes à renforcer la raison d'être de l'apprentissage, donc à renforcer ainsi la résilience. On peut aller donc aux autres points, s'il vous plaît. Donc, il y a aussi on peut noter aussi la manifestation de plus en plus d'intérêt de la culture du respect, de l'empathie et de la responsabilité, une attitude de conscience chez les apprenants favorisant la paix. Puisque au niveau par le passé, les élèves ont des difficultés de fois à se retrouver. On peut trouver des groupes en fonction de leur couche sociale. Mais avec la pédagogie, ce que nous avons appris, c'est qu'aujourd'hui, il y a une certaine inclusion entre les élèves eux-mêmes. Et on a assisté à un élément essentiel, ce qui ne se faisait pas par le passé. Les élèves aujourd'hui peuvent se saluer en se donnant la main, et même avec leurs enseignants. Ce qui est un motif de satisfaction, parce que par le passé, il n'y a que des groupes, des groupes séparés. Les enfants sont aptes à s'investiguer, mais avec cette pédagogie transformationnelle, on a constaté de plus en plus que les enfants s'acceptent entre eux. Voilà, maintenant, la réelle prise de conscience, on peut aussi avoir une confiance entre eux qui règne entre les élèves, parce que il y a un respect mutuel entre eux, il y a une acceptation de la différence et le respect entre les élèves, surtout quand on prend les enfants de réfugiés, ils sont dans des classes avec les autres élèves, donc les autres élèves autres. Donc ces réfugiés ont une considération, puisque ces enfants les considèrent comme étant une partie intégrante, donc des autres qui ne sont pas à part, ils sont des êtres comme eux. On a vu au niveau des élèves aussi, il y a même un hymne qu'ils ont pu élaborer donc, pour la paix. Donc tout ça, c'est pour montrer leur adhésion à cette culture de la paix et à cet enseignement qu'ils ont eu grâce à la pédagogie, à la prévention de l'extrémisme violent. On peut aller aux perspectives. Voilà, les perspectives, puisqu'après avoir mis en œuvre toute cette pédagogie, il ressort que la mobilisation des partenaires s'impose, puisque l'UNESCO a fourni un effort, l'UNESCO a aidé l'État nigérien, mais on constate que il faut créer la synergie avec tous les acteurs, en tout cas tous les PTF, tous les partenaires techniques et financiers qui œuvrent dans ce domaine, donc qui font les mêmes
qui ont les mêmes préoccupations sur la prévention de l'extrême violence que l'UNESCO. On a souhaité aussi qu'il y ait l'extension de la formation sur le reste du pays, puisque aujourd'hui, vous le savez très bien, en dehors de la région de Difa et de Tillabéri, il y a d'autres régions aussi qui sont en proie à l'insécurité, notamment la région de Maradi, Osso et Tawa. Nous avons aussi en perspective l'utilisation du noyau de formateurs, donc qui ont été formés tant au niveau national qu'au niveau régional, pour qu'ils puissent multiplier cette formation au niveau des autres collègues, donc de leurs collègues enseignants. Nous avons aussi quelque chose en perspective, donc l'endossement de la prévention de l'extrémisme sur l'éducation en situation d'urgence, donc à la stratégie qui a été élaborée par le gouvernement sur la réduction de la vulnérabilité. Allô, salut. Voilà, on peut noter aussi la stabilisation des enseignants formés par le ministère, puisque les enseignants sont formés le plus souvent. Quand il y a des mouvements, ces enseignants-là sont déjà affectés. Donc, le ministère a pris l'engagement des enseignants qui ont reçu cette formation qu'ils ne puissent pas être ailleurs, puisque dès qu'on les affecte dans certaines régions, ça veut dire qu'on perd déjà les acquis de cette formation qu'ils ont reçue. Il y a l'introduction maintenant de la PEV dans le programme d'alphabétisation des animateurs, des encadreurs, donc du non formel. De plus en plus, l'UNESCO, avec le financement de l'UNESCO, entend maintenant vers la formation. Intégrer cette formation, donc la prévention de l'extrémisme et l'éducation à l'état de droit, dans le programme donc, de l'éducation non formelle et les centres d'alphabétisation. Voilà, je vous remercie pour votre aimable attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Moussa Bizo. Merci pour cette intervention qui nous donne beaucoup d'informations sur l'expérience de mise en œuvre du projet PEV au Niger. Elle offre aussi cette présentation. Elle offre un aperçu captivant de l'impact réel sur les enseignants et les élèves. La notion de pédagogie transformationnelle, vous l'avez mentionné, soulève des questions essentielles sur les méthodes d'enseignement et leur capacité à influencer positivement les apprenants. Je pense que ce sont des perspectives qui offrent un terrain fertile pour les réflexions approfondies, commençant par les discussions que nous allons avoir bientôt. Et votre appel à une synergie entre partenaires, et je pense bien entendu. Pour le prochain intervenant, nous ne sommes pas allés loin, nous sommes allés juste à un pays frontalier du Niger, et le Mali. Il s'agit de Dr Moulay Koné, qui va nous parler de la formation et de la mobilisation des jeunes de Douenza, qui est une localité située au Mali, pour lutter contre les discours de haine. Je ne sais pas si Dr Moulay est avec nous. Oui, je suis là. Oui, allez-y, Dr Moulay. Bonjour, Sal, vous me recevez? Oui, on vous reçoit 5 sur 5, c'est bien. Merci. Ok. Merci à vous, M. Sal. Merci à Dimitri pour m'avoir donné la parole. Je remercie également tous les participants pour la qualité de la présentation. Alors, cette étude sur la prévention des discours de haine au Mali à travers la recherche et la formation, la population des Douanza a été menée en avril 2022 avec le docteur Ibrahim Sissé comme coordinateur de recherche et moi-même comme chercheur senior. Alors, la chaire UNESCO, il est important de signaler que la chaire UNESCO a conjointement élaboré ces projets d'études avec le secteur des sciences humaines et sociales du bureau de l'UNESCO de Bamako. Et le bureau de l'UNESCO de Bamako a aussi parrainé pour la recherche de financement et a apporté son appui technique dans le cadre de sa mise en œuvre, basée sur une approche recherche, formation et sensibilisation par les médias. Alors, je m'en vais rentrer dans le sujet. Comme contexte et justification, nous avons observé que dans la région de Mopti, le conflit était alimenté par les discours de haine. La haine, hate speech en anglais, souvent le fruit de quelques personnes qui attirent d'autres et créent un climat haineux en jouant sur les stéréotypes, clichés et préjugés sur les différentes ethnies qui peuplent la région de Mopti. Dans le cercle de Douanza. Douanza aussi, c'est une nouvelle région, hein, voilà, dans le nouveau découpage territorial. Voilà. Donc, nous pouvons constater, vous pouvez avancer, voilà, la région de Douanza est en rouge comme ça.
voilà, sur la carte du Mali. Voilà, nous pouvons constater quelques types, quelques formes de discours de haine sur les réseaux sociaux que nous avons découpés avant même les études. Vous voyez, voilà, ce qui est même étonnant, il y a un professeur d'enseignement supérieur qui est là-dedans. Si vous pouvez lire en quelques secondes ces passages, ces discussions entre les acteurs sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est le professeur qui dit que bon, voilà, les Dogons, pour habiller les Peuls, et nous allons répondre nous ne restons jamais les bras croisés, regarder des individus mal éduqués, tuer nos femmes et nos enfants. Ça, c'est étonnant des professeurs d'enseignement supérieur. Voilà. Et à ma droite, si vous pouvez voir aussi, il y a d'autres types de formes. Voilà. Ce même professeur qui pense que l'aménagement est là pour camoufler voilà, les actes des Peuls contre les Dogons. Voilà. Et certains Peuls pensent aussi que les Dogons sont des mécréants, sont des cafres, voilà, et ils méritent d'être éliminés carrément du Mali. Voilà. Mais par contre, ce que nous cherchons, il y a d'autres qui sont contre ces actes-là, contre ces incitations à la discours de haine. Si vous voyez à ma droite, en bas, vous pouvez continuer. Diapo, voilà. Voilà. Si vous voyez voilà, à ma droite, il y a des gens qui sont contre ces discours de haine-là. Ils pensent que, voilà, nous, Peuls et Dogons, nous sommes les mêmes. J'ai des amis, voilà, les injures et les appels à la haine sont des faiblesses. Le chien à boire, la caravane passe. Voilà, c'est ce que nous cherchons pour déconstruire ce type de discours de haine. C'est la dernière forme que l'étude cherchait réellement à former des jeunes pour pouvoir déconstruire ce type de discours de haine sur les réseaux sociaux. Voilà. Next. Les objectifs de cette étude, comme l'objectif général, nous avons amélioré la cohésion sociale et le vivre ensemble à Douanza en étudiant les discours de haine et les rhétoriques incitant à la haine. C'est des populations, en formant la population pour les déconstruire. En objectif spécifique, nous avons étudié les causes profondes du contenu des discours de haine à Douanza, ainsi que les rhétoriques, les formes utilisées pour véhiculer ces discours-là. Former les jeunes personnes comme ressources et sensibiliser la population pour qu'elle puisse reconnaître et désamorcer les discours de haine et les préjugés à l'encontre des groupes ethniques dans lesquels ils communiquent chaque jour. Nous avons aussi formé des modérateurs, notamment des jeunes sur les réseaux sociaux, voilà, qui identifient et combattent et déconstruisent ces discours sur Internet. Voilà. Next. Nous avons eu des résultats suivants. Voilà, un rapport scientifique validé par les universitaires sur les causes profondes des discours de haine à Douala, ainsi que les rhétoriques et les formes utilisées pour véhiculer ces discours-là. Ce rapport a été validé par le conseil scientifique, voilà, et présenté aux partenaires. Le rapport scientifique a été aussi un module de formation sur la base de ce rapport a été aussi élaboré pour former 50 jeunes dans la ville de Douanza, dont 25 jeunes et 25 Peuls en parité genre, c'est-à-dire filles et garçons, voilà, pour qu'ils puissent reconnaître et désamorcer les discours de haine et les préjugés à l'encontre de l'autre ethnie dans la ville de Douanza. Voilà. On a aussi formé 25 jeunes pour identifier sur les réseaux sociaux, voilà, pour identifier et combattre les discours de haine sur les réseaux sociaux. Voilà, c'était des modérateurs. Alors, là, à noter que l'appui des jeunes, la contribution des jeunes dans ce projet est remarquable, puisque le coordinateur de recherche, je parle d'Ibrahim Sissé, que vous connaissez très bien, était le coordinateur de ce projet, et tous les chercheurs étaient aussi les bénéficiaires de ce projet-là sont de Douanza, de la région de Douanza. Le projet a aussi contribué à former un vivier dans le domaine de la prévention et la lutte contre les discours de haine dans la ville de Douanza.
Donc, nous avons reçu des recommandations. Next. Nous avons reçu des recommandations. Voilà. Et ces recommandations viennent des autorités et d'autres participants. Il s'agit de veiller à plus de diversité sociologique parmi les bénéficiaires des formations. Les autorités locales ont insisté sur la nécessité d'impliquer les personnes ainsi que d'autres ethnies. Voilà, puisqu'il y a d'autres ethnies qui vivent dans la région de Docteur Koné. Vous pouvez vous déplacer un peu dans les formations pour qu'il y ait plus de suivi. Il a été aussi recommandé par les autorités de la formation sur les préventions de discours de haine, voilà, d'organiser aussi les mêmes séminaires de formation dans... Yes? Vous me recevez? Allô? 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 Je sais pas si... On ne vous entend plus très bien. We move to the next presentation, right? Hello? Il faut lui donner la possibilité de conclure. Il n'a pas encore conclu. Il demande qu'on passe au prochain slide parce que je n'ai pas suivi ces derniers propos, Régine. On a perdu Sali aussi. Je suis revenu. J'ai été déconnecté. Okay. Excusez-moi, voilà. Je suis revenu. Vous recevez? Alors, oui, on reçoit maintenant. Voilà, voilà, la connexion est instable là. Oui. On était sur les recommandations. Est-ce que vous aviez suivi avec moi? José, allez-y, répondez. Peut-être que moi, j'ai été déconnecté. OK. Allô, Edmond? Oui. Bon, les recommandations. On peut continuer les recommandations? Oui, allez-y. Je pense que vous les voyez affichés à l'écran. Voilà, c'est bon, je vois. Alors, j'avais parlé de 2-3 recommandations. La première recommandation était de veiller à intégrer plus d'ethnies dans les formations dans la région sur les préventions du discours de haine qui nous ont été recommandées par les autorités locales. La deuxième recommandation était aussi de continuer à faire les mêmes formations dans d'autres cercles de la région de Douanza, hein, puisque dans d'autres régions, les mêmes situations se produisent. Voilà, ou dans d'autres régions du centre, comme Banyagara, Koro et autres régions. Et la troisième recommandation était de faire, d'impliquer des formatrices genre, les filles, hein, de former plus de filles pour créer un vivier de formatrices sur les questions liées à la cohésion sociale dans la région de Douanza. Voilà. Il est aussi nécessaire de vous faire savoir que ce financement, on avait déjà presque obtenu un second financement, hein, pour une seconde phase de ce projet. Voilà, à la veille du retrait de l'aménagement au Mali le 36 juin 2023. Donc, nous voudrions élargir ce projet à d'autres régions du Mali, à Koro, à Banyagara et la région de Ségou. Voilà, puisque presque toutes ces parties du Mali font face à cette situation. Voilà. Donc, je fais tout pour rester dans le temps. Je remercie M. Sall, tout le monde pour leur participation et la bonne organisation de cet événement. Merci. Allô? C'est bon? Allô? Oui, moi je vous entends. Je ne sais pas voilà. si Edmond, est-ce que ça va? Est-ce que les autres, vous m'entendez? Oui, docteur Koné, on entend très bien. Voilà. On entend bien? Oui, on vous attend. Merci. Donc, je vous remercie tous. Hein. Je vous remercie pour m'avoir donné la parole. Les questions sont les bienvenues, M. Sall.
Les questions, nous les prendrons pendant la séance des questions-réponses. Donc, Ok, il n'y a pas de participants, voilà. Donc, nous reviendrons à ce moment-là. Merci beaucoup. Je vois que notre collègue Salio n'est pas connecté. Apparemment, il a des petits soucis de connexion de son côté. Alors, Régine, on demande au prochain intervenant de passer, ou bien qu'est-ce que tu proposes de faire? Oui. Voilà, lorsque nous regardons l'agenda, nous venons donc d'avoir la formation et la mobilisation des jeunes de Douentza au Mali pour lutter contre les discours de haine. Et normalement, on devrait plutôt avoir en ce moment-ci les conclusions d'un de nos collègues du siège de l'UNESCO. Mais nous avons besoin de Saliou s'il est déconnecté. Ça veut dire quoi? Que nous n'avons pas eu le professeur Boubacar Niane. Il a dit qu'il s'est excusé. Il a dit qu'il s'est excusé. Je crois bien. Ok, très bien. Oui. Peut-être qu'avant de passer à la conclusion donc, de notre webinaire par nos collègues du siège, on va peut-être ouvrir la séquence des échanges en attendant que Saliou nous revienne éventuellement. Oui, je voulais juste vous dire que moi, je suis la représentante du siège et je suis prête à prendre la parole, en effet, mais je pense qu'il y avait un temps qui était dédié pour questions-réponses, un échange. Voilà, c'est cela. Il ne faut pas que les conclusions interviennent avant l'échange. Donc, voilà, je vous prie de rester connecté, s'il vous plaît. José, nous avons un certain nombre de questions qui se sont exprimées dans le chat. Oui, Régine, donc on peut donc prendre ce moment pour passer à revue ces différentes questions avant la conclusion. Alors, donc, je le fais rapidement. Nous avons un certain nombre de questions qui sont adressées à M. Alexandre Bingo. Je vois aussi une question qui est adressée à toi, Régine, qui est intervenue. Je vois aussi une question qui est adressée au docteur Koné. Donc, je vais poser les questions et puis chacun répondra à tour de rôle. Donc, la première question qui est adressée à M. Alexandre Bico, elle est posée par Salio. C'est en 3 volets. Le premier volet de la question, c'est de savoir, M. Alexandre, comment mesurez-vous l'impact des initiatives de vos écoles sur la culture sociale et le bien-être des élèves? Et la deuxième question, c'est de savoir quels sont les défis que vous rencontrez dans la mise en œuvre effective de cette initiative et comment est-ce que vous prenez pour les surmonter. Donc, je vais rapidement passer à Régine. Régine, la question qui t'est posée, elle est posée par Edivanda Mbugridi des graines de paix. Et la question, c'est de savoir comment faire pour diffuser les référentiels que vous avez présentés pendant la présentation, pendant votre intervention. Donc, Régine, la question, c'est de savoir comment avoir les référentiels que vous avez présentés. Donc, Régine répondra à cette question. Après Régine, donc, le docteur Moulay Koné répondra à cette question qui est posée une fois de plus par Saliou Sall en 2 volets encore. La première question, c'est quels sont les principaux défis que vous avez rencontrés lors de la mise en œuvre de l'initiative? Bon, je pense que c'est la question qui avait déjà été posée. Donc, je vais laisser d'abord le père Alexandre répondre, et puis après, Régine. Ok, merci bien pour Tu n'as pas précisé 5 minutes. Tu n'as pas précisé 5 minutes, José, tout au plus, pour que nous soyons dans le temps qui est imparti. Merci, Régine. Merci de préciser. Régine, ne t'en fais pas, ça va être moins que ça. Alors, en tout cas, merci à Saliou pour ces questions. Alors, la première question, comment mesurez-vous l'impact de ces initiatives sur la culture scolaire? Bon, je crois que il y avait un premier jet de mon travail qui était un peu plus long. J'ai dû le résumer. Dans ce premier jet-là, je donnais un peu l'impact
de ce projet-là sur le climat scolaire. Alors, il y a un climat scolaire de convivialité et d'acceptation mutuelle, avec une absence de conflit. Ce n'est pas une absence totale de conflit, mais il y a moins de conflits et beaucoup de convivialité. C'est ce que je peux dire rapidement. Voilà. Et donc, le climat scolaire est très, très amélioré en termes de convivialité, en termes de mieux vivre ensemble. Alors, les défis rencontrés, c'est vrai que l'application de ce projet, de cette philosophie-là, n'est pas sans difficulté, mais la difficulté majeure, excusez-moi, c'est surtout, disons, certains parents qui ont des appréhensions de départ, mais lorsqu'ils viennent pour inscrire leurs enfants et qu'on échange avec eux, qu'on leur explique le projet éducatif, je crois que ces appréhensions tombent directement. Donc, quelques appréhensions. Il y en a qui croient que, en fait, l'ouverture à la transcendance, c'est du prosélytisme. Et ils se méfient un peu lorsqu'ils entendent parler d'un tel projet éducatif avec la convocation de la dimension de la transcendance dans le champ éducatif. Ils croient que, bon, on fait du prosélytisme, c'est les gens qu'on cherche à convertir. Mais lorsqu'on leur explique et au contact, ils se rendent compte que c'est beaucoup plus une ouverture. C'est ce que nous avons eu comme difficulté majeure. Je vous remercie. C'est moins de 5 minutes. Merci, Père Alexandre. Donc, Régine, à toi. Merci beaucoup, Père Alexandre. Je vais essayer de faire comme vous. Oui, je voudrais moins remercier, de 5 minutes. voilà, je voudrais remercier vraiment le participant de Graines de Paix qui pose la question de, voilà, comment faisons-nous pour diffuser à grande échelle le référentiel des compétences qui a été développé pour les enseignants dans le cadre de ce projet pilote que l'UNESCO Dakar a coordonné. Ça, c'est une excellente question parce que nous avons dit que ce que nous avons remarqué, l'un des acquis du projet était également l'engagement des autorités nationales qui avaient sollicité l'expertise de l'UNESCO pour ce projet. L'engagement de ces autorités, donc, à pérenniser, à consolider les acquis du projet. Les outils didactiques qui sont développés, les guides, les fiches, les autres documents, contribuent à renforcer les ressources éducatives, les ressources d'enseignement qui sont mises à disposition par les États membres pour accompagner et soutenir leurs enseignants. Je pense que l'une des premières pistes est que vraiment les autorités nationales reprennent cela à leur compte, diffusent largement ce référentiel-là auprès des utilisateurs. Les autorités nationales peuvent également solliciter l'UNESCO pour les aider, pour les appuyer dans la diffusion de ces ressources. Et cela peut se faire dans le cadre des projets que nous continuerons à développer. Je pense que l'une des réponses, la dernière, que je vais donner, je l'applique aussi dans les perspectives que notre collègue du Mali a présentées. Lorsque nous mettons en œuvre des initiatives innovantes comme celle-ci, à la fin de l'implémentation des projets, nous devons continuer à mobiliser les partenaires. Nous devons continuer à mobiliser les partenaires impliqués. Nous devons continuer à étendre le champ, l'envergure du projet. Nous devons continuer à développer les outils. Oui, c'est un travail que nous faisons pas seuls. Nous le faisons à la demande des pays et avec l'appui des autorités compétentes. Ça, c'est la réponse que je peux donner tout de suite, mais nous pouvons également continuer à discuter, à élaborer
sur ces questions-là. Graines de paix, je pense que vous êtes des partenaires assez bien connus. Bientôt 5 minutes de dépasser. Oui, mon père, j'ai fini. Et José va reprendre la parole. Voilà. Merci. Merci Régine pour la réponse. Donc la dernière question, elle est adressée au docteur Koné Moulay, qui a parlé de la formation et de la mobilisation des jeunes au Mali. Merci. Donc, merci Edouard, merci allez-y, pour la question. Voilà. Notre principal défi pour cette étude-là était lié au terrain de recherche, puisque tout le monde connaît la région de Douanza, qui est une région minée de tension. Voilà. Donc d'abord, nous avions la méfiance. Voilà, on a observé la méfiance de la population. Il fallait chercher des chercheurs qui étaient de la zone et qui pouvaient discuter avec les populations, leurs parents et leurs frères. Même avec tout ça, la population était méfiante car il y avait trop, pour eux, il y avait trop d'espions dans la ville. Et tout ce qui parlait, tout ce qui était stéréotype de discours de haine, de Péry, de Dougon, étaient des cibles. Voilà. Donc, c'était difficile d'organiser des focus groups, des discussions, des interviews. On a même fait 3 mois sans avoir quelqu'un. Voilà. Il fallait aller les rassurer pour pouvoir collecter les données. Notre deuxième défi, c'est les va-et-vient entre Bamako et Douanza, puisque à l'époque, il y avait trop d'attaques sur les routes. Voilà. Il fallait minimiser les va-et-vient pour ne pas être victime d'une attaque entre Ségou et Mopti. Voilà. Même à l'époque, il y avait des attaques entre Bamako et Ségou qui est à 800 km de Bamako. Mais quand même, avec le dynamisme de l'équipe de recherche, nous avons pu relever tous ces défis et un rapport a été validé, un rapport d'étude a été produit, validé, présenté aux partenaires à l'aménagement, au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur du Mali. Le rapport a été aussi présenté au bureau régional de Dakar, à l'UNESCO du Mali, et même au bureau de l'UNESCO de Paris. Le bureau de l'UNESCO de Paris. Et maintenant, nous avons le plaisir de présenter ce rapport à vous, à Aïkiba. Donc, on est vraiment heureux, on a pu relever tous ces défis. Merci. Oui, monsieur Koné, la question avait 2 volets. Le deuxième volet auquel vous pouvez répondre rapidement, c'est de savoir si vous avez constaté des changements tangibles au niveau du comportement des jeunes et si vous pouvez partager quelques exemples concrets. OK. Merci. C'est très... On a quand même constaté beaucoup de changements dans la population, puisque dans le rapport, on avait vu que les jeunes et les femmes étaient les vecteurs de division des discours de haine. Après cette formation de 50 jeunes et de 50 jeunes Dogon et Peul, nous avons pu savoir qu'il y a eu trop de sensibilisation dans la ville et les gens ont changé de comportement. Donc, ça a un impact positif sur la population. Voilà. Un spot de sensibilisation était aussi traduit en 5 langues qui ont été divisées à la radio locale de Douanza pendant 15 jours et pendant la formation. Donc, on peut dire que ça a atteint au moins 500 000 personnes dans la région. Voilà. Merci. Il y a eu un changement majeur par rapport à la situation d'avant. Merci, docteur, pour ce partage très édifiant. Merci. Si Salut le permet, je peux poser une dernière question à M. Bizo du Niger. Salut, on peut le faire? Oui, allez-y, oui, allez-y. On va prendre 2 minutes maximum. C'est bon. D'accord, merci. Donc, M. Bizo de Moussa du Niger nous a partagé l'expérience du Niger en matière de PVE et de la pédagogie transformationnelle que ICBA a mis sur pied pour les pays en collaboration avec le bureau de l'UNESCO à Dakar. Donc, nous voudrions savoir un peu quelles sont les prochaines étapes en lien avec le projet PVE au Niger. Est-ce que si M. Bizo peut nous partager un peu voilà, quelles sont les prochaines étapes pour le Niger? Bien, les prochaines étapes que j'ai eues, c'est l'introduction de la PVE au niveau des établissements non formels, qui est en cours, et puis au niveau des écoles de formation, les ENI. Puisque vous savez, c'est des écoles qui forment les encadreurs, donc des écoles qui forment les formateurs. Donc, donc on va agir sur les formateurs des ENI
qui vont former les écoles, les enseignants, donc les élèves maîtres de ces écoles-là. Il y a, par rapport maintenant à l'opportunité, c'est qu'il va s'induire aujourd'hui avec la prévention de l'extrémisme. Nous avons constaté un changement radical au niveau de la cohabitation au sein des écoles. Puisque les élèves s'admettent, les élèves collaborent. Nous avons vu les expériences avec des enfants des fois qui sont de plus souvent isolés, des enfants qui sont vulnérables. Aujourd'hui, eux-mêmes, la parole leur est donnée. Et les enfants ont constitué autour de ces élèves-là un noyau qui peut permettre aussi à ces élèves d'évoluer et de se considérer comme les autres. Je pense que c'est extrêmement important parce que aujourd'hui, comme j'ai à le dire, par le passé, les élèves ne pouvaient pas, on savait le plus souvent, ils sont acteurs de violence. Mais aujourd'hui, avec l'enseignement des différentes valeurs qu'on leur avait enseignées, notamment les valeurs sur la paix, la justice, la tolérance et autres, les enfants eux-mêmes sont accaparés, en tout cas au niveau de ces écoles pilotes. Et je pense qu'on a été très émerveillés de voir eux-mêmes les conditions dans lesquelles ils sont après avoir enseigné vraiment ces projets-là, après avoir mis en œuvre ces projets sur la prévention d'extrémisme violent. Donc, les étapes, nous l'avions dit, c'est d'abord de faire en sorte que le Niger, aujourd'hui, vous le savez très bien, vit dans un cycle d'insécurité, puisqu'au départ, on avait des régions qui ont été atteintes par l'insécurité, la région de Tillabéri et de Tifa. Aujourd'hui, il y a d'autres régions qui ont été malheureusement contaminées par ce phénomène. Donc, les étapes pour nous, c'est de faire en sorte que cette expérience qui est vivace, qui est vraiment une expérience qui a donné ses preuves, qu'elle puisse être expérimentée aussi dans ces régions-là qui ont été atteintes. Et au-delà même, pourquoi pas dans toutes les régions du Niger, puisque l'extrémisme violent, nous savons que c'est un phénomène rampant. Et l'UNESCO a bien vu d'agir sur les élèves, parce que les enfants, les élèves, c'est eux qui peuvent être des acteurs de demain, et c'est eux qui peuvent être des acteurs de changement. Je pense ça, on a cette perspective de faire en sorte que les autres, en tout cas régions, qui n'ont pas bénéficié de la PB. D'ailleurs, il y a eu un atelier où on a fait venir en tout cas, tous les inspecteurs et tous les conseillers pédagogiques, en tout cas des autres régions, pour pouvoir eux aussi apprendre au moment où on a fait l'atelier bilan, après donc la mise en œuvre de ces projets, pour qu'ils puissent être des témoins de ce qu'on a eu à faire et créer déjà en eux vraiment l'amour de ce projet-là, donc de cette prévention de l'extrémisme violent. Et je pense qu'ils ont tous vraiment, d'ailleurs, regretter le fait que l'UNESCO, pour la petite histoire, s'est seulement occupé des autres régions, pourquoi pas eux? Parce qu'ils ont trouvé que c'est extrêmement important. Et pour leur avenir, pour l'avenir de l'école, mais pour l'avenir du pays qui emploie à la sécurité. OK. Merci, M. Moussa, pour toutes ces précisions. Donc, je remercie aussi tous les autres panélistes pour leur contribution à cette séance. Et je repasse la parole à mon collègue Saliou. Salut, je voulais dire quelque chose. Allez-y, Régine, rapidement. Voilà, oui. juste un dernier mot de la part de Dakar, co-organisateur de ce webinaire. Nous avons eu quelques soucis, je ne sais pas lequel, avec le lien. Et tous nos collègues des autres pays francophones, notamment des pays de l'Afrique centrale, n'ont pas pu se connecter. Je continue à recevoir des messages où les gens me disent qu'ils n'ont pas pu se connecter. Je voulais vraiment dire cela parce qu'ils auraient beaucoup voulu apprendre des initiatives qui ont été menées dans la zone du Sahel. Mais nous prenons bonne note avant la conclusion que nous devons continuer à documenter les initiatives les plus inspirantes que nous avons entendues. Nous devons, en les adaptant bien sûr à chaque contexte local, nous devons peut-être continuer à réfléchir également sur comment viser aussi le secteur de l'éducation non formelle, dans lequel nous avons beaucoup de nos jeunes qui peuvent être attirés par les discours de haine et d'intolérance. Voilà, je voulais juste partager cela pour que ça ne donne pas l'impression que c'était juste un webinaire pour les pays du Sahel et pour l'Afrique de l'Ouest. J'ai des collègues qui m'écrivent, je ne sais pas ce qui s'est passé avec le lien que nous avons partagé. Nous-mêmes, au niveau de Dakar, ici, il y a une grosse bande, deux grosses bandes noires sur l'écran. On ne peut pas facilement lire ce qui s'affiche. Mais bon, ce sont des problèmes d'ordre technique et nous ferons mieux la prochaine fois.
À toi, Salut. Merci beaucoup, Régine, pour cette précision. Je pense qu'elle est très, très importante. Mais juste pour dire que pour essayer de juguler, n'est-ce pas, cet impair, on promet aux participants et à ceux qui n'ont pas pu participer de partager les différentes présentations, mais aussi la version sonore enregistrée de ce webinaire sera disponible dans le site web de l'UNESCO Dakar et de l'UNESCO IDBA. Je pense que les collègues qui sont sur le chat peuvent partager le site web de l'UNESCO IDBA déjà, pour que les participants puissent visiter ce site-là et y retrouver les présentations. Je pense que ça peut amoindrir un tout petit peu, n'est-ce pas, voilà, cet impair-là. Maintenant, on va vers la clôture de ce webinaire. Je pense que ça a été très interactif. Les participants ont vraiment écouté avec enthousiasme, je pense, ce qui a été présenté par les différents panélistes. Et maintenant, pour clore ce webinaire, je m'en vais donner la parole à Madame Adeline Hulin. Madame Adeline Hulin est à l'unité de médias, information, alphabétisation et compétences digitales du siège de l'UNESCO, dont elle assure d'ailleurs l'intérim actuellement sur la. Donc, Madame Alain va nous faire l'honneur de dire le mot de clôture. Allez-y. Oui. Donc, on vous entend bien, on vous entend bien. Donc, vous nous ferez le mot de clôture de ce webinaire. À vous. Tout à fait. Chers collègues, chers participants, bonjour à tous. Et tout d'abord, un grand merci aux organisateurs de ce webinaire de me donner la parole pour ces remarques de conclusion, ainsi qu'à tous les participants qui sont réunis aujourd'hui pour commémorer cette journée internationale pour la prévention de l'extrémisme violent. C'est une journée importante qui nous rappelle notre responsabilité collective de sauvegarder les fondements de la paix et l'harmonie de notre monde interconnecté. Je remercie aussi tous les intervenants pour leur contribution, leur témoignage et surtout pour leur engagement dans ce combat pour la paix. L'UNESCO a toujours été à l'avant-garde des efforts de lutte contre l'extrémisme violent grâce au pouvoir transformateur de l'éducation. Et nos efforts reposent sur la compréhension que les individus ne sont fondamentalement pas prédisposés à la violence ni à l'extrémisme, mais plutôt qu'ils y sont poussés par différents facteurs tels que les inégalités, l'oppression, mais aussi l'ignorance de l'autre, l'ignorance de la foi. Et c'est quelque chose qui a été mentionné à plusieurs reprises ce matin par les divers intervenants. Les diverses expériences qui ont été menées dans les écoles, dans les universités, mais aussi en dehors des écoles, et on a eu beaucoup d'exemples au Burkina Faso, au Mali, au Niger, entre autres, et qui ont été partagées avec nous, sont porteuses d'espoir. Je pense à cette école de la foi ou l'école de la tolérance, l'école de l'acceptation de l'autre. Ce sont autant de leçons et de bonnes pratiques qu'il est fondamental de partager le plus largement possible afin d'encourager la réplication et la pérennité de tels programmes. Et c'est d'ailleurs tout le sens d'un webinaire comme celui-ci. Et j'espère que si certains participants à Dakar n'ont pas pu participer, le lien pourra être largement diffusé pour qu'ils entendent toutes ces bonnes pratiques. Je voudrais juste revenir sur le fait que l'UNESCO, pour soutenir les efforts de tous et générer un impact au niveau global pour la lutte contre l'extrémisme violent, notre organisation a développé une multitude de programmes d'éducation à la citoyenneté mondiale et à la paix, et qui varient selon les contextes. Dans les pays en conflit, par exemple, ces programmes vont pouvoir mettre l'accent sur la santé mentale aussi des apprenants, sur la cohésion sociale. Et on a parlé aujourd'hui de nombreux exemples sur le continent africain, mais en dehors du continent africain, par exemple en Irak, à Mossoul, l'UNESCO a formé plus de 11 000 éducateurs et a renforcé les capacités de plus de 150 000 apprenants. Donc c'est juste un exemple. Conformément à la recommandation de 1974 sur l'éducation pour la paix, les droits de l'homme, le développement durable, l'UNESCO crée un précédent pour le rôle de l'éducation dans la promotion d'une paix durable. Mais je voudrais aussi vous rappeler que l'UNESCO a développé diverses ressources que je voudrais rapidement mentionner et que je vous invite à consulter sur notre site. Il y a par exemple un guide qui est destiné aux décideurs politiques pour les aider à lutter contre les discours de haine en ligne par l'éducation et qui a été publié avec le soutien du Bureau des Nations Unies pour la prévention du génocide. Il y a aussi un manuel pratique, toujours sur la lutte contre les discours de haine par l'éducation, mais qui est lui destiné aux enseignants et aux éducateurs et qui s'accompagne d'ateliers de formation. Alors si je parle des discours de haine, c'est parce que si les conséquences tangibles de l'extrémisme et de la violence se font sentir dans le monde réel,
C'est en fait dans la sphère numérique aujourd'hui que les récits de haine et de division trouvent un terrain fertile pour se développer et se propager. Et nous avons entendu l'exemple concret dans les intervenants sur le Mali. Donc dans notre monde interconnecté, l'UNESCO travaille activement à contrer les discours de haine, mais aussi elle travaille activement à la promotion de l'éducation aux médias et l'information. C'est d'ailleurs l'unité pour laquelle je travaille et qui représente un moyen crucial de lutter contre la propagation des idéologies extrémistes en ligne. Alors, c'est quoi l'éducation aux médias et l'information? C'est en fait des programmes qui visent à renforcer la capacité des individus à évaluer de manière critique les informations qu'ils rencontrent en ligne et hors ligne, et y compris sur les réseaux sociaux. Donc, notre objectif, c'est de travailler avec les gouvernements et les autorités éducatives nationales pour introduire l'éducation aux médias et à l'information dans les écoles en tant que partie intégrante des curriculums et des processus d'enseignement. Et nous ne travaillons pas que dans les écoles, nous travaillons aussi avec les organisations, les représentants des organisations des jeunes ou en dehors des programmes scolaires. Notre engagement permanent en faveur de la citoyenneté mondiale et de l'éducation à la paix est vraiment essentiel pour créer un avenir où la paix est une réalité réalisable. Je vous remercie tous pour votre attention. Merci beaucoup, Madame Adeline, pour nous avoir fait l'honneur de clôturer en toute beauté ce webinaire. Nous vous remercions chaleureusement. Nous remercions également, vous l'avez dit, les différents intervenants, les panélistes, pour avoir partagé leurs connaissances, leurs expériences et leurs idées novatrices avec nous. Pour terminer, je tiens à exprimer ma gratitude et au nom de l'UNESCO IPA, notre gratitude à nos partenaires de l'UNESCO Dakar. Nous constituons évidemment une seule famille. Donc, nous vous remercions pour la collaboration précieuse dans la planification et l'organisation de cet événement. C'est grâce à ce partenariat solide et à notre engagement commun envers la promotion de la paix et de la compréhension mutuelle que nous avons pu réaliser cette initiative fructueuse. Merci encore à tous. Merci à toutes pour votre participation active et votre engagement continu en faveur de la paix et de la diversité. Au revoir. Merci. Merci à tous. Merci Au beaucoup. revoir. Merci. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Et à tous.